Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Adrien Gindre, vous allez bien ? Merci d'être là ce matin. Bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en forme parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. D'abord, cette information, les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé leur volonté de livrer des chars lourds à l'Ukraine. La France doit-elle faire la même chose ? Bien écoutez, d'abord, moi je vous dirais que la première chose, c'est que j'aimerais bien que l'on ait un débat en France, au Parlement, que nous soyons saisis de cette question, car elle est particulièrement préoccupante. Il y a un pays agresseur, la Russie, Poutine, qui agresse un autre pays, à quelques heures de vol de chez nous, l'Ukraine. Et nous avons un devoir de solidarité avec l'Ukraine. Et donc, le peuple ukrainien. Oui à la livraison de chars ? Mais nous avons toujours dit, nous, les pays de l'Union européenne, la France notamment, par la voix du président de la République, nous avons toujours dit que nous ne voulions pas être co-belligérants, c'est-à-dire soutenir l'Ukraine, être solidaires, et notamment en accueillant les réfugiés, en livrant des armes défensives. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Allemagne et les pays européens, comme la Pologne, qui disent oui aux chars lourds, deviennent co-belligérants ? Je vais y venir. Ah bah oui. Je vais y venir. Mais jusqu'à maintenant, nous avions fait un choix qui était assumé entre nous, de ne pas être co-belligérants, de livrer des armes, notamment des armes défensives, qui permettent, par exemple, d'intercepter des missiles russes qui viennent frapper des populations civiles, des maternités. Mais là, les chars visent à permettre à l'Ukraine de défendre son territoire qui est attaqué. Là, tout le monde l'admet. Il y aurait un cap franchi, il y a un cap franchi de la part des États-Unis, de l'Allemagne, peut-être demain de la Pologne, de la Grande-Bretagne, qui livrent des armes lourdes, des chars, qui sont des armes offensives, permettant les chars livrés vont tirer à 4000 mètres. Alors, moi, je souhaite interroger le président de la République, connaître sa stratégie, mais participer à l'élaboration de la stratégie française. Mais je comprends de ce que vous dites. Quelles seront les conséquences ? Vous ne dites pas oui, il faut livrer des chars. Parce que je souhaite avoir ce débat. Et par ce débat, que les Français soient éclairés, que nous-mêmes nous prenions position. Vous imaginez bien que faire ce choix-là est un choix qui est grave de conséquences, puisque nous franchissons une étape que nous nous sommes toujours interdits jusqu'à maintenant. À quelles conséquences vous pensez ? Et donc, ce sont ces conséquences que je souhaite pouvoir mesurer. Déjà aujourd'hui. Mais à quoi vous pensez ? À quelles conséquences vous pensez ? Mais déjà aujourd'hui, nous savons que par la livraison de ces armes, nous franchissons une étape, nous levons un tabou qui avait toujours été posé. Joe Biden, le président des États-Unis, en même temps qu'il décide de livrer des chars Abrams, tout de suite il dit derrière, mais ce ne doit pas être considéré. Ce n'est pas une menace offensive. Ce n'est pas une menace offensive. Donc on voit tout de suite qu'il y a des précautions qui sont prises. Alors, par exemple, je vous pose une question. Roussel, juste pour essayer d'avoir compris ce que vous dites. Vous nous dites, faut bien réfléchir avant de livrer des chars parce qu'on risque des représailles de Vladimir Poutine que vous redoutez. Je souhaite que l'on ait un débat. Je souhaite que la France parle d'une seule voix le plus possible. C'est grave. Enfin, nous parlons d'une guerre à la porte de chez nous et nous disons tous depuis le début, et la France fortement, que nous ne voulons pas participer à une troisième guerre mondiale. Quand même, l'enjeu, il n'est pas petit. Et il faut se rappeler l'histoire. Livrer des chars, ça voudrait dire engager une troisième guerre mondiale pour vous ? J'aimerais poser des questions précises et claires au président de la République. Quelles en sont les conséquences ? Est-ce qu'il y a des conditions ? Pouvons-nous mettre des conditions à l'utilisation de telles armes lourdes ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles seront utilisées par les Ukrainiens pour aller jusque sur le territoire russe ? Est-ce que nous prenons le risque ? Est-ce que nous assumerions le risque de rentrer en conflit avec la Russie ? C'est ça la question fondamentale. Cette question-là, j'estime qu'elle mérite d'être posée avec tous les Français et que nous puissions en débattre. Ce n'est pas une petite question. Cette décision ne peut pas être prise seulement par le président de la République, parce qu'elle est lourde de conséquences pour la France, pour le peuple de France, et donc nous devons maîtriser tous les éléments. Et moi, j'aimerais bien que le président de la République s'exprime sur ce sujet et amène le débat au sein du Parlement. Au titre de la Constitution, il a autorité pour prendre la décision. Il n'a pas la nécessité de saisir le Parlement. Beaucoup de choses dans la Constitution que nous souhaiterions changer, notamment pour rendre cette République un peu plus démocratique, pour qu'il n'y ait plus de 49-3 et pour que les décisions, les décisions militaires puissent être débattues au sein du Parlement. Encore un sujet que vous souhaitez débattre. D'ailleurs, vous voyez, j'exprime
j'exprime bien notre opinion à nous communistes. Il ne s'agit pas de s'affranchir de ce que dirait le président de la République et de parler comme ça de notre côté de manière dogmatique. Moi, je souhaite participer à un débat, à participer à une décision, assumer collectivement des choix. En tout cas, je réitère ici notre position depuis le début. Nous ne voulons pas rentrer dans une troisième guerre mondiale. Nous ne voulons pas participer ou créer les conditions d'un conflit qui se généralise en Europe et qui ferait que l'ensemble des pays membres de l'OTAN, par le fait des alliances, rentrent demain en conflit. Mais je note aussi que pour vous, l'argument de dire on doit défendre l'Ukraine ne veut pas forcément dire on doit l'aider à se défendre avec des chars lourds français. Venons-en donc à l'autre actualité qui vous concerne et qui est un sujet de désaccord avec le président de la République, qui est la réforme des retraites. Le gouvernement a dit, et le président a dit, le débat parlementaire va être l'occasion d'apporter des améliorations au texte. Est-ce que dans tous les cas, vous nous dites ce matin, nous on votera contre cette réforme? Nous, je vais être très clair, nous voterons contre toute mesure d'allongement d'âge de départ en retraite, d'accélération de durée de cotisation à 43 ans. Même si le texte est amélioré autour. Non, mais c'est le bonbon sucré que nous vend le gouvernement depuis le début, sucré à l'extérieur, très amer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des mesures positives, le minimum contributif à 1 200 €, etc. Que vous reconnaissez. Mais pour avoir ces mesures, pour avoir ces petites avancées, il faut travailler plus longtemps. Nous disons, nous, qu'il doit y avoir des avancées pour nos retraités qui ont été largement rançonnés ces dernières années. Ils ont perdu la demi-part, ils ont eu la CSG, etc., etc. Nous disons qu'il faut améliorer les retraites, mais pas en demandant aux Français de travailler plus longtemps. Et donc, nous voterons contre l'article 7. C'est clair, je le dis aux Français, l'article 7. C'est l'article qui prévoit l'allongement de l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans. C'est la mesure d'âge. Nous le disons. Nous voterons contre cet article 7. Bon, c'est très clair. C'est clair. Et nous voulons que ce débat, il ait lieu à l'Assemblée nationale et que chaque député... C'est exactement ce que propose le gouvernement. Que chaque député s'exprime. Et on verra si le gouvernement a la majorité. Est-ce qu'ils seront toutes et tous prêts à assumer cet allongement d'âge de départ à la retraite? Vous doutez du fait que le gouvernement ait la majorité à l'Assemblée? En tout cas, quand je vois la pression qui monte dans le pays, et c'est là où je dis à ceux qui nous écoutent ce matin, vous avez vu, ça bouge quand même. Parce que je vois que parmi les députés de la majorité ou chez les Républicains, ça tangue un peu. Mais bien sûr, il y a 3/4 des Français qui n'en veulent pas de cette réforme. Mais s'il y a une majorité à l'Assemblée, vous direz la réforme est légitime et on s'incline. Ah non. Vous doutez qu'il y a une majorité, mais s'il y a une majorité, il y a une majorité. D'abord, vous savez bien que ne faites pas les débats avant qu'il n'ait eu lieu. Les débats vont avoir lieu. Non, je vous demande juste en fait si vous reconnaissez la décision du Parlement. Mais est-ce qu'il va y en avoir une de décision? Non, mais c'est une option. Donc plaçons-nous dans cette hypothèse. Est-ce qu'il va y avoir une décision quand les débats sont contraints, limités à 73 heures, 7 jours et demi, pour une réforme aussi importante, limité par cet article 47-1, qui est le pendant du 49-3, excusez-moi pour les téléspectateurs, mais qui fait que ça limite. Oui, mais le gouvernement n'était pas obligé d'utiliser cet article-là pour pouvoir limiter les débats. Il limite les débats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si au terme de ces 7 jours et demi de débat, nous n'avons pas eu le temps d'étudier tous les articles, eh bien le texte partira en l'état, sans amendement, comme un 49.3, au Sénat. Et si c'est la même chose au Sénat, qu'est-ce que fera le gouvernement? Il décidera par ordonnance, c'est-à-dire sans avoir eu le temps de pouvoir débattre des articles au Parlement. C'est honteux. C'est pas son souhait. Fabien Roussel, le gouvernement a clairement dit, il souhaite qu'il y ait un débat. Ça va dépendre de l'attitude des oppositions. Mais vous voyez pas, c'est le bal des faux culs. Ils sont hypocrites. Ils disent on veut le débat, mais on le limite. On veut le débat, mais pas plus de 20 jours. On veut le débat, mais 73 heures. On veut le débat, mais il n'y aura que 7 jours et demi à l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi? C'est pour éviter l'obstruction et se retrouver avec les 75 000 amendements annoncés par vos amis de la France Insoumise. Même pour gagner une journée de plus, pendant ce temps limité, il y a une journée consacrée au texte de loi du Parti socialiste. Sur la technique parlementaire. Même ça, ils n'ont pas voulu nous donner une journée de plus parlementaire. Parlons du fond et des modes d'action, parce que la technique parlementaire, c'est quand même pas l'essentiel. Il y a beaucoup d'actions qui ont été annoncées par les syndicats, y compris des actions qui font réagir, les coupures de courant, les perturbations pendant les vacances de février, par exemple. Est-ce que tout ça, vous soutenez? Est-ce que vous soutenez toutes les actions, quelles qu'elles soient, et quel que soit le calendrier? Quels sont les outils à la disposition des salariés, du monde du travail, des ouvriers pour se défendre? La grève. Mais pas forcément le blocage.
Ah ben, oui, mais quand le pays, quand le gouvernement, lui, est bloqué sur sa réforme, qu'il ne veut pas discuter d'autres propositions que nous mettons sur la table, quels sont les moyens pour les ouvriers? Donc vous souhaitez le blocage? Et donc, mais écoutez, moi je souhaite qu'il y ait un référendum dans ce pays. Je souhaite qu'il y ait un grand débat. Je souhaite que l'on sorte par le haut. Je souhaite protéger les Français et protéger la démocratie. Je crains que par l'entêtement du gouvernement et du président de la République, que la France s'enfonce dans une crise profonde, démocratique. Je souhaite sortir par le haut. J'ai fait cette proposition au président de la République d'ouvrir un débat sain, serein, avec des règles, conclu par un référendum. Maintenant, si le président s'entête et qu'il ne veut pas, c'est lui qui fait le choix du bras de fer, de la confrontation. Quels sont nos moyens? Sachant qu'au Parlement, nous serons limités à 20 jours. Ça veut dire que, franchement, entre nous, Monsieur Gindre, le 20 février à l'Assemblée nationale, c'est terminé, c'est plié. Qu'est-ce qui va rester comme moyen? Vous ne pouvez pas à la fois dire je veux le blocage du pays et en même temps c'est au Parlement que va se faire le débat. Si vous voulez faire le débat, faites-le au Parlement. C'est limité. Le 20 février, c'est terminé. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste aux ouvriers, si je traduis votre pensée, aux hommes, aux femmes, au monde du travail pour se défendre? Alors, votre logique, ce serait donc non au blocage jusqu'au 20 février. Et si le 20 février, vous n'avez pas gagné le blocage à ce moment-là? Nous maintenons une pression sur le gouvernement qui veut un rapport de force, qui souhaite ce rapport de force quelque part, parce qu'ils ne veulent pas parler des mesures de financement, des propositions de financement que nous mettons sur la table. Nous avons des solutions. Nous sommes la gauche des solutions et des propositions. Il n'en veut pas. Eh bien, nous allons les faire entendre dans la rue. Et s'il faut pour cela qu'il y ait plusieurs jours, des semaines de grève où l'outil de production, l'économie est arrêté pour pouvoir se faire entendre, eh bien, il faudra passer par là. Et je préfère qu'il y ait cette détermination du peuple français pour faire reculer le gouvernement, plutôt que de dire aux Français il faudra travailler 2 ans de plus. C'est une question de détermination que nous devons afficher, et je souhaite que les Français soient déterminés. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé un appel aux maires de France, pour qu'eux aussi s'engagent dans la bataille. De fermer leur mairie et leurs services. De fermer leur mairie, symboliquement, 2 à 3 heures, le temps pour leurs agents de pouvoir participer aux manifestations. J'ai entendu ce matin Anne Hidalgo, le 31 janvier, par exemple. J'ai entendu ce matin Anne Hidalgo, la maire de Paris, dire qu'elle rejoint ce mouvement et elle-même va fermer symboliquement sa mairie. J'entends des maires d'Île-de-France, du Nord, du Pas-de-Calais, du Sud, en Gironde, des maires de villages, dire nous rejoignons cet appel des maires solidaires, parce que nous aussi on en a ras-le-bol avec des dotations qui baissent, avec des factures qui augmentent, et maintenant ceux qui tombent sur nos agents communaux, ceux qui sont en première ligne pour aider nos concitoyens, eh bien j'appelle à ce que les maires soient solidaires de la même manière de ce mouvement. Est-ce que vous doutez, Fabien Roussel, de la sincérité du gouvernement lorsqu'il dit qu'il veut sauver le système de retraite par répartition? Parce que vous n'avez pas les mêmes outils, c'est très clair, vous l'avez dit ce matin, mais est-ce que vous ne partagez pas le même objectif? Mais pas du tout, le gouvernement pourquoi ment. Le gouvernement ment. Mais bien sûr, parce que quand il dit qu'il souhaite sauver le système par répartition, il fait tout l'inverse. Tout simplement parce que des Français témoignent, nous le disent. Parce que si demain on leur demande, s'ils savent que demain ils vont devoir travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans, ils disent, maintenant, ils nous le disent, on va mettre des sous de côté, monsieur Roussel, on va mettre des sous de côté, on va mettre 50 €, 100 € tous les mois mais dans un système... en cotisant plus longtemps, ils vont augmenter leur retraite. Non, laissez-moi finir. On va mettre 50, 100 € tous les mois dans une assurance vie pour pouvoir partir en retraite à 60 ans. Parce que là c'est fini, ils vont nous tuer, on va mourir au travail. Ils nous disent ça, les gens. Donc qu'est-ce que ça fait, ça? Ça tue le système de protection sociale que nous avons et ça bascule vers un système d'assurance privée. C'est ça qui va se passer. C'est ce que veut faire le gouvernement. Avec les problèmes de pouvoir d'achat que vous dénoncez régulièrement, où les gens vont par miracle trouver des sommes à empiler pour préparer leur retraite. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que des gens qui ont 40 ans, 45 ans aujourd'hui, qui sont déjà cassés par le travail et à qui on dit vous allez devoir travailler 2 ans de plus, est-ce que vous pouvez comprendre qu'ils disent, eux, je préfère encore mettre 50 € de côté tous les mois pour pouvoir partir tôt, alors je plutôt que de mourir au travail. Mais bon. Mourir au travail, vous l'entendez ça? On va quand même pas crever au travail, on va quand même pas mourir au travail, vous l'entendez cette phrase? C'est pas le projet du gouvernement non plus, Fabien Roussel. Oui, mais c'est ce que les gens vivent dans leur chair. Dans leur vie. Je pense autant à ceux qui sont ouvriers dans le bâtiment qu'aux forces de l'ordre, aux policiers, mais vous croyez sincèrement que parce qu'on va travailler plus longtemps, il va y avoir une hécatombe et des milliers de morts chaque année en plus? Bon, alors je vais prendre un autre exemple, étayé par des chiffres précis, des données complètes. Dans tous ces pays du nord de l'Europe,
qui ont allongé l'âge de départ en retraite à 65-67 ans. Que se passe-t-il aujourd'hui? Ces personnes-là ne peuvent pas aller jusqu'à cet âge. Ils n'y arrivent pas. Donc, ils partent en retraite, ils se mettent en retraite avant et ils n'ont pas de retraite complète. Et donc, le taux de pauvreté des seniors est plus important. D'où la volonté d'augmenter l'emploi des seniors en France. Vous imaginez bien qu'un responsable politique comme moi, un député, ne veut pas voir son pays fracturé, abîmé. Moi, je souhaite qu'il y ait un ministère des seniors et que l'on protège nos seniors. Je souhaite que l'allongement de la durée de la vie soit source de progrès, de bien-être et de bonheur, et pas d'exploitation supplémentaire. Je dis que nous produisons tellement de richesses dans notre pays que cela ne doit pas être source de profit pour une minorité, mais au contraire, source de progrès pour tous. C'est un projet de société Fabien tellement Roussel, différent. Tout ce que vous décrivez là, et les difficultés des gens et la complainte des gens, est-ce qu'au final, ça ne va pas plutôt profiter à Marine Le Pen? Est-ce que c'est pas elle qui, en 2027, va en récolter les fruits? Parce que c'est elle qui était au deuxième tour, c'est elle qui est en tête quand on fait aujourd'hui des sondages. C'est bien pour ça que vous comprenez que je suis tellement attaché à ce qu'il y ait un débat dans le pays et que l'on prenne le temps de ce débat et que chacun fasse ses propositions. Sur la retraite, elle ne dira pas des choses très différentes, elle dira retraite à 60 ans. Enfin, vous rigolez. Que dit Marine Le Pen? Elle dit n'augmentez pas l'âge de départ en retraite, nous, on va financer une bonne retraite en fermant les frontières et en supprimant l'immigration. Mais elle est malade. Alors, il faudra qu'elle détaille. Je ne suis pas sûr qu'elle soit malade, en l'occurrence. Il faudra elle était quand même au deuxième tour, la présidentielle, elle a 89 députés. Mais il faudra qu'elle détaille et que ces propositions, et qu'elle nous dise comment on ferme les frontières, comment on arrête l'immigration, combien ça rapporte, qu'elle le dise et qu'on ait des débats dans les entreprises. Moi, je rêve que pendant 6 mois de campagne, avec un référendum à la fin, on prenne 1 heure, 2 heures dans les entreprises, ici à LCI, demain chez Renault, 1 heure avec les salariés, on discute. Quelle réforme des retraites? Comment on le finance? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes d'accord pour cotiser 10 € de plus par mois, mais avoir la garantie de partir à 60 ans avec une bonne pension? Est-ce que vous le ferez? Ce sont des beaux sujets quand même. Parlons-en tranquillement. Est-ce que vous le ferez toujours unis sous la NUPS, ou est-ce que la NUPS, c'est derrière nous, c'est terminé, et le PC, aux prochaines élections, aura son autonomie, comme vous l'avez fait à la présidentielle, aux européennes, à la présidentielle 2027? Moi, je souhaite, et justement cette réforme des retraites et ce combat qui nous engage tous, je souhaite que la gauche porte le visage de l'espoir. D'abord, le visage de la victoire, avec les forces syndicales. Ensemble, je souhaite que l'on gagne, déjà. Ce visage-là, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, je souhaite que nous puissions faire connaître nos propositions. Et comme on ne pourra pas le faire au Parlement, eh bien, on le fera dans la rue, dans les débats. Nous allons multiplier les débats. Vous ne répondez pas à ma question. On en a une vingtaine d'annoncés dans les grandes villes. Toulouse, Lille, Marseille, partout. Ça vous embarrasse, l'avenir de la NUPS? Ah ben non. Moi, je souhaite porter l'espoir à gauche et faire en sorte que la gauche l'emporte le plus vite possible. Je peux même vous dire une chose. Mais vous, Fabien Roussel, ou vous, la NUPS, avec Jean-Luc Mélenchon? J'ai toujours dit que personne ne gagnera seul. Nous gagnerons ensemble. Nous avons atteint un plafond de verre. La gauche, de ces dernières années, elle plafonne à 30%. Et il faut l'exploser. On l'explosera comment? Pas par des combinazioni politiques, pas par ça. On y arrivera en arrivant à convaincre toutes celles et ceux qui ne votent pas, en allant chercher, en allant construire, en allant porter un espoir. Vous vous échappez, Fabien Roussel. Je vous pose une question sur l'avenir de la NUPS. Vous me faites une réponse générale ou vous voyez plein de choses? Mais pour moi, ce n'est pas une question de personne. C'est une question de force et d'espoir que nous saurons incarner. Et je souhaite qu'on puisse... Donc c'est pas incarné aujourd'hui? Nous sommes plusieurs responsables politiques à avoir chacun un combat, à incarner chacun un courant de pensée à gauche. Aujourd'hui, sur cette réforme des retraites, nous sommes unis et nous avançons ensemble. Mais pour avancer, vous et nous allons Fabien faire, Roussel, et nous allons faire tribune ensemble. Et c'est ça qui est fort aujourd'hui. Vous voyez, le meilleur... Comment on gagne? On ne sait pas gagner aux élections. Est-ce qu'on ne gagne pas avec de la clarté, Fabien Roussel? Ce que vous dites, pardon, c'est pas clair du tout, là. Ah bah écoutez, pour moi, c'est clair. Les Français ont la victoire au bout de la main avec cette réforme des retraites. Si nous gagnons sur cette réforme des retraites, alors nous prenons le chemin d'une victoire de la gauche aux prochaines élections. Vous avez aussi un scrutin interne là, au Parti communiste ce week-end. Est-ce que tout le monde est vraiment d'accord chez vous? Parce que je lisais il y a quelques jours, cité par Le Monde, Elsa Faucillon, députée PC, qui dénonçait un danger représenté par le choix d'isolement que vous faites. Eh bien, écoutez, les adhérents du Parti communiste vont voter ce week-end, jusqu'à dimanche. Je prononcerai les résultats dimanche soir.
Et ils ont le choix entre deux orientations, celle que je porte, avec la nouvelle génération de communistes qui ont émergé ces dernières années. Je pense à Yann Brossat, Léon Desfontaines, Barbara Gomez et tant d'autres. Et puis il y a l'orientation avec Marie-Georges Buffet, Pierre Laurent, Elsa Fossillon, il y a une Stéphane nouvelle Peu. génération de cadres, de militants. Nous portons les jours heureux pour la France, pour le Parti communiste français. Ça intéresse les Français, ce qui se passe au Parti communiste. Puis effectivement, il y a un autre texte porté par quelques-uns qui souhaitent remettre à l'ordre du jour ce qui n'a pas marché, c'est quand ils étaient en place. Bon, mais Ça, c'est vous leur dites choix. ça pour Marie-Georges Buffet et Pierre Laurent. C'est le débat, Et on je s'arrêtera le là. respecte. Et de toute façon, on vote ce week-end. Ce week-end, on tranche les orientations. Et au mois d'avril, on élit la direction qui les mettra en œuvre. Vous voyez, nous, c'est très démocratique. Vous comprenez que je sois très attaché à la démocratie. Et ça, c'est un petit clin d'œil aussi pour la France insoumise, peut-être un peu moins non, démocratique. Non, je parlais du référendum pour les retraites. Oui, aussi, bien sûr. Merci beaucoup, Fabien Roussel, d'avoir été notre invité ce matin.